Une table ronde avec des étudiants. La table ronde va être organisée de la manière suivante. Ils ont réfléchi à un certain nombre de problèmes concernant maintenant, je dirais, l'éthique et la rationalité hors des laboratoires. Nous allons commencer la suivante, donc dans l'ordre que vous avez prévu, puisque vous avez déjà discuté un petit peu entre vous sur la manière d'aborder ces problèmes et leur hiérarchie. Je crois que je vous donne la parole, et donc pour un temps assez bref, et ensuite la parole circulera et les questions circuleront. Je crois qu'il est important qu'on ait un point de vue autour de ces questions de rationalité et d'éthique qui soit un point de vue, je dirais, venant de la génération qui nous suit. C'est un point qui est important, puisqu'ils sont nés et ils vivent dans un monde qui est celui qu'en partie nous avons construit. Et donc, voilà, donc je vous donne la parole, et puis on fera circuler la parole après ça dans la salle. Donc, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui... Présentez-vous avant. Que chacun, au moment où il prend la parole, se présente. Donc aujourd'hui nous allons vous parler d'éthique hors laboratoire. Tout d'abord parce qu'on pense que c'est une question essentielle, mais aussi parce qu'aujourd'hui la parole scientifique a un véritable poids, c'est-à-dire que le scientifique a un rôle politique et social majeur dont il doit prendre conscience. Or, cela implique de s'intéresser à des questions de morale, d'éthique, et le scientifique étant amené au cours de sa carrière à parler à un public non expert, cela implique aussi de développer un discours qui soit accessible à tous. En effet, la société ressent de plus en plus le besoin de faire appel à la connaissance et à l'expertise scientifique pour s'organiser et agir. On peut par exemple penser au changement climatique. Or, cette confiance qui peut sembler inconditionnelle et absolue envers la science peut la rapprocher d'une sorte de croyance, ce qui pose donc forcément de nombreuses questions. Tout cela nous amène à considérer la position du scientifique hors laboratoire, mais alors que l'éthique au sein du laboratoire est relativement bien encadrée aujourd'hui, l'éthique hors laboratoire reste sujette à de nombreux débats et réflexions. En termes éthiques, se pose donc la question de la communication, c'est-à-dire est-ce que le scientifique peut tout communiquer? Et si tout n'est pas communicable, doit-on poser un cadre déontologique à sa parole? Mais alors, ne serait-ce pas limiter la liberté académique? Mais d'ailleurs, la liberté académique existe-t-elle? Et alors, juste avant de commencer le débat, nous aimerions tous nous présenter. On est donc tous des élèves en L3, des primo-entrants à l'ENS. Pardon. Juste avant de commencer le débat, on aimerait nous présenter. On est tous des élèves de L3, des primo-entrants. Donc moi, j'appelle Adrien Gay et je suis au département de physique. Émilie de Vévert et moi, je suis en L3 biologie, mais à l'ENS de Lyon. Clara Sfez et je suis en géosciences. Moi, c'est Claire-Hélène de Belval et je suis en biologie. Et je suis Vincent Deloupi, élève en physique aussi en L3. Et ce qui serait très intéressant, c'est que vous participiez tous à cette table ronde, parce que vous avez sûrement plein de trucs plus intéressants que nous à dire. Et donc aussi, là on vient de se présenter et dans le même cadre de l'éthique hors des laboratoires, on peut aussi se poser la question de comment le scientifique doit se présenter quand il va par exemple intervenir dans la presse ou intervenir lors d'un débat, par exemple dans le cadre d'un procès ou dans des instances politiques, et qui représente en fait lorsqu'il intervient par exemple dans la presse, dans un cadre de pandémie ou de changement climatique, et où il va expliquer des faits qui sont nécessairement limités par sa connaissance et par ce qu'il étudie, mais qui peuvent ne pas être ceux partagés par toute la communauté scientifique dans la mesure où ils peuvent être encore controversés. Et
Donc voilà. Tout à l'heure, Monsieur Worms, lors de sa présentation, nous a parlé d'enjeux scientifiques qui n'étaient plus seulement locaux, mais aussi globaux. Et justement, on a aujourd'hui donc peut-être une nécessité d'experts peut-être globaux et d'humains universels, un petit peu comme sur le modèle d'un De Vinci. Et donc voilà, on va se poser cette question de quel est le rôle finalement du scientifique face au monde et quel type de discours il doit produire. Alors on parle très souvent de problèmes, en fait, de problèmes que les scientifiques doivent résoudre, des enjeux auxquels ils doivent répondre, et j'ai aussi envie de poser la question, pourquoi le scientifique doit-il résoudre ces problèmes? Est-ce que c'est un devoir du scientifique réellement de résoudre des problèmes, ou alors le scientifique pourrait-il s'engager pour la connaissance en tant que telle et pas seulement une connaissance de pratique, on va dire. Aussi, le scientifique peut avoir un engagement politique, et la question aussi c'est de savoir, avec ces différentes identités, voilà, quand par exemple cet engagement cesse-t-il, s'il le cesse d'ailleurs, quand le scientifique cesse d'être scientifique au profit d'un citoyen politique. Surtout qu'on parle beaucoup d'objectivité en sciences, de neutralité, de la valeur de vérité aussi, souvent des sciences. Et voilà, le scientifique doit être conscient de ces différentes identités, et je pense aussi qu'il doit les assumer et les présenter au public, voilà, dire je suis scientifique mais je suis aussi citoyen politique, et peut-être avez-vous un mot à dire là-dessus. Y a-t-il un scientifique dans la salle? Pas seulement des scientifiques, il y a tout citoyen peut s'exprimer. Je pense que c'est un beau sujet en fait. Est-ce que le scientifique doit garder son côté, je veux améliorer la connaissance en général, ou il doit vraiment répondre à des questions qui se posent de manière aiguë? Et je pense que ça dépend des périodes. Et je suis peut-être en lien avec ce qui a été dit tout à l'heure sur le côté toxique. Je crois qu'on entre dans une période où les questions qui se posent sont tellement difficiles que je pense qu'il faut faire véritablement un effort pour répondre à ces questions-là. Même si moi j'ai commencé à faire de la science en disant j'ai envie de mieux comprendre les choses, de mieux comprendre le monde, et je continue à le penser quelque part, mais je pense que éthiquement et même dans cette période-là dans laquelle on entre, je pense qu'il faut vraiment faire un effort pour dire qu'on répond spécifiquement à des questions que les citoyens se posent, et on va essayer de vous apporter quelque chose. Parce que les questions sont très lourdes. Quand on parle de changement climatique, on parle quand même, quand on parle de santé planétaire, c'est un autre terme qui peut peut-être rejoindre un peu une partie des choses que vous avez dit. Il y a des grosses questions qui se posent. Il y a l'existence à terme de l'humanité qui se pose, mais de manière peut-être plus rapide que ce qu'on pensait initialement. Donc je pense qu'il faut maintenant essayer de vraiment faire un effort et dire on répond à vos questions et on essaie d'aider dans ce sens-là. C'est une la discussion. Bonjour. C'était juste pour répondre à ta question, alors j'ai oublié ton prénom, les physiciens. Vincent. Mais aussi pour reprendre un peu ce que disait donc, la géoscientifique. Clara. En fait, je pense que dans la façon dont le scientifique se présente, il y a beaucoup d'éléments qui vont conditionner la réponse et qui peut apporter aux citoyens, notamment dans la façon dont il montre bien qu'il peut se tromper, quelles sont les limites de ce qu'il peut dire, de ce qu'il sait. Notamment, on a évoqué la situation tout à l'heure sur la connaissance des statistiques et des probabilités, qui est sûrement difficile à voir quand on n'est pas confronté à ces différents paradoxes qui existent. Et donc, vraiment faire un travail tout simplement de pédagogie, mais aussi d'humilité tout simplement, et de dire, voilà ce que je sais, ce que je peux dire, et les limites de ce qu'on sait tout simplement, et quelles sont les incertitudes, et en fait tout simplement faire confiance dans le fait que même si une personne n'est pas scientifique, elle est capable de comprendre qu'il ne faut pas justement avoir une réponse oui ou non, qu'on ne peut pas toujours avoir quelque chose de blanc ou noir, parce qu'en fait on est tous au courant de ça en fait. Et je pense que voilà, le fait de se présenter est essentiel. De quoi, en quel nom on parle? On parle simplement au nom des données qu'on a collectées. En fait.
et des concepts qu'on a appris aussi pendant nos études. On fait les deux. Voilà, c'était juste mon avis. Encore une intervention. Compléter ce que tu viens de dire, c'est justement comment est-ce que le scientifique se présente quand il est interrogé dans des débats variés. Ça rejoint à ce qu'on disait ce matin sur le lien d'intérêt, en particulier le lien d'intérêt intellectuel, qui existe, qu'il ne faut pas nier, et heureusement qu'il existe, heureusement que le scientifique, il est scientifique, mais il est aussi autre chose. Il a des idées politiques, il peut avoir des croyances, etc. Le vrai point, c'est de le dire et d'être assez transparent là-dessus, d'abord de toujours préciser si on parle en son nom propre ou si on parle au nom d'une collectivité scientifique ou autre, et d'être vraiment très clair là-dessus, ce que beaucoup d'entre nous, malheureusement, oublions de faire bien souvent quand on prend la parole dans les médias. Et puis essayer, alors bien sûr, on ne peut pas, si on est interrogé par un média, commencer à déclarer tous ces biens d'intérêt intellectuel. Et je pense qu'il y a un effort de transparence simplement à faire. Il n'est pas question de dire que le scientifique est quelqu'un de transparent uniquement scientifique, mais plutôt honnête vis-à-vis des autres. Je crois qu'il y avait une autre question. Je crois que Madame Leduc voulait parler. Je voulais juste dire un petit mot. Michel, Je voulais juste dire un petit mot, c'est pas pour contredire Robert Barocchi. Les experts doivent être le plus neutres possible et ne refléter que les données qu'ils ont collectées, etc. Il a parfaitement raison, mais je pense qu'un expert n'est jamais complètement neutre, parce que c'est aussi un homme, une femme et un citoyen. Donc il parle aussi avec ce qu'il sait par lui-même, et il est souvent militant, ou en tout cas il adhère à une cause bonne ou mauvaise d'ailleurs. Et donc quand il fait son expertise, c'est quand même important, on l'a beaucoup dit ce matin, qu'il déclare un peu son lien d'intérêt, ses liens d'intérêt. Oui, mais moi je suis aussi allulote, moi je suis aussi, quand on l'interroge sur des questions qui concernent la nature. Donc c'est un petit peu à nuancer l'expert complètement. Voilà, c'est ce que je pense. Une autre question, intervention. Bon, je pense que je vais prendre la parole en tant que doyen de cette assemblée. Je suis sûrement doyen puisque j'ai 90 ans. Et oui. Et donc j'ai connu la guerre. Et même j'ai été dans le maquis, ce qui m'a valu de ne pas passer l'oral de mon premier bac. Et dès que j'ai commencé ma médecine, j'ai pensé la réponse que vous-même vous posez. On ne pouvait pas se lancer dans des études scientifiques sans essayer de comprendre le monde qui nous entourait, et qui avait failli d'ailleurs avoir ma peau, et essayer de faire ce qu'on pouvait dans ce domaine. Si bien que dans toute mon activité, j'ai essayé effectivement de combiner à la fois les études scientifiques et médicales, puisque je suis devenu professeur de médecine, et également militant politique de gauche. J'ai jamais été au PC, et je me rappelle que les premières discussions que nous avons eues, et c'est intéressant parce qu'elles retentissent sur les discussions qu'on a eues ici tout à l'heure sur d'autres sujets, c'était l'affaire Lysenko. J'étais en première année de médecine, donc c'était en 1947, et c'était une grande discussion entre les étudiants communistes, ceux qui étaient socialistes de gauche. Il y avait un truc qui s'appelait le Rassemblement démocratique révolutionnaire, qui avait été organisé par Sartre, David Rousset et quelques autres, et dont je faisais partie. Et donc ceci permettait à la fois, tout en continuant des études de médecine qui étaient assez demandantes, mais heureusement j'avais une très bonne mémoire, et en médecine, après tout, il suffisait d'avoir une bonne mémoire pour passer les examens et les concours, et puis en même temps, effectivement, d'avoir une activité qui pouvait effectivement donner un sens aux études que l'on faisait, et bien entendu aussi à la pratique qu'on avait. Je suis devenu chef de service d'un grand hôpital,
Et par conséquent, là aussi, les problèmes qui vous agitent et qui continueront à vous agiter seront des problèmes que j'ai vécus tous les jours dans le fonctionnement de la médecine. Par conséquent, les problèmes que vous vous posez, je les comprends et je vous souhaite de faire tout ce que vous pouvez pour continuer dans cette voie. Juste, j'aurais aimé répondre en fait à d'autres interventions qu'il y avait eu. Notamment, on parle de neutralité, enfin de cette espèce de volonté de neutralité de la science, justement, alors que pourtant, comme vous l'avez rappelé, le scientifique a des biais. Ça reste un être humain comme n'importe qui, il a des biais, et notamment un engagement politique aussi qui peut être fort. Et par rapport au fait de nous rendre compte que de connaissances et en même temps d'opérer ce travail d'humilité, d'acceptation de ses autres identités et de dire voilà, je suis biaisé et pourtant j'essaie d'apporter des connaissances, enfin, je ne sais pas comment vous le ressentez, mais on a cette impression aussi que le public en attend énormément du scientifique, car très souvent on a cette espèce de vision très absolue de la science. Voilà, la science est objective, la science est absolue, la science c'est la vérité. Enfin, c'est la vision que peut avoir le grand public, alors que nous le savons, c'est faux, la science ne se prétend pas être la vérité, mais voilà, comment vous, en tant que scientifique, ou alors en tant que citoyen qui demandait aux scientifiques des choses, qui demande aux scientifiques des choses, comment voyez-vous cette relation, justement, cette volonté de chercher un absolu scientifique, et en même temps demander aux scientifiques d'opérer ce travail d'humilité, d'acceptation de ses biais Moi, je n'ai pas fait de la science au nom au sens de tous ces éminents scientifiques qui sont là, mais j'ai enseigné. Et je voudrais vous dire que, d'abord, dans tout homme et toute femme, il n'y a pas comment dirais-je, un scientificus qui existe. Hein. Il y a des gens. Hein. Et quand vous parlez du public, je ne suis pas sûre que le public demande à la science la vérité. Parce qu'on a parlé tout à l'heure, on a parlé des médias. Et il y a un type de média qui a été complètement oublié, du moins c'est le sentiment que j'ai eu, c'est, vous savez, le média qu'on trouve, les journaux à grande diffusion, par exemple, le petit supplément de la presse régionale, qui paraît selon les pays, enfin les départements, le vendredi ou le dimanche. Mais lisez l'article sur le vinaigre, par exemple. C'est un tissu d'absurdité. Lisez, par exemple, alors, il y a beaucoup de réclames sur les cosmétiques. Enfin, c'est pas présenté comme de la réclame. Mais c'est quand même, le journal doit être payé par la publicité. Mais il raconte absolument n'importe quoi. N'importe quoi. C'est incroyable. Et donc, il y a la science, j'ai l'impression qu'elle sert, pour le commun des mortels, comme d'une espèce d'alibi. L'exemple très net, c'est la détox. Lisez par exemple les articles sur la détox, la façon de maigrir, de grossir, de ceci, de cela, votre peau, votre ceci, votre cela. Prenez, toutes les phrases sont des morceaux d'anthologie. Oui. Et je crois que là, quand on parle du public, il faut bien aussi, de même qu'il faut définir le scientifique, il faut définir le public auquel on croit. Vous voyez. Et parce que le public, et je vais m'arrêter là, le public, il a surtout envie qu'on lui raconte ce qu'il a envie d'entendre. Par contre, je fais une différence avec les politiciens, qui ne sont pas forcément mieux armés sur le plan scientifique que le commun du public. Alors, on sait ça quand on a fait passer le bac, ça je ne sais combien de gens, mais qui lui, alors, je le soupçonnerais plutôt, ça c'est une opinion personnelle, c'est pas une étude scientifique, hein, je le soupçonnerais plutôt de tordre la science pour qu'elle puisse répondre à ces attentes qui sont, ma foi, d'une éthique, je ne sais pas si c'est le mot qui convient, mais d'une éthique des fois douteuse. Je pense qu'il y a vraiment besoin d'un véritable travail à ce niveau-là. Je n'ai pas la solution. Hein. Je voulais simplement vous signaler le problème. Merci.
j'ai le sentiment qu'on demande aux scientifiques une réponse qui va être interprétée peut-être pas comme une vérité mais comme un absolu. J'ai aussi le sentiment que très souvent on interroge le scientifique et la science sur des questions à laquelle il ne peut pas répondre. Par exemple, des présentations scientifiques ou même en société, comme je suis un petit peu le scientifique de service, on me pose tout un tas de questions qui en fait ne sont pas du tout des questions scientifiques. Par exemple, doit-on rembourser le plastique, doit-on utiliser les OGM, ce ne sont pas des questions scientifiques finalement. Je vais détailler un petit peu cet exemple-là. Un jour, sur un débat sur la génétique, j'ai soulevé le point que certains chercheurs avaient trouvé des gènes qui étaient corrélés à l'homosexualité chez l'humain. Et c'est un fait, et voilà, ça a créé une sorte de malaise. Beaucoup de gens se sont dit, alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est une maladie, et d'autres gens se sont dit, ah non, ça veut dire que c'est naturel. Et on a demandé, alors, le scientifique, ça veut dire quoi? C'est une maladie ou c'est que c'est naturel? Et ça, c'est quelque chose qu'on peut voir dans le microscope. La science, elle veut juste vous dire, il y a un gène, les OGM, ça marche comme ça, l'homéopathie, ça ne marche pas, mais ça ne donne pas des visions de société. J'ai souvent l'impression que le grand public confond un petit peu les questions à laquelle la science peut répondre et ce qui est plus du point de vue axiologique et des principes éthiques. Et je crois qu'en tant que scientifique, c'est un petit peu notre rôle de rappeler que la science ne peut livrer que des faits et des modèles, et ces questions-là doivent rester muettes, ou en tout cas la science ne doit pas être mobilisée pour y répondre. Oui, je voudrais rebondir parce que je pense que c'est tout à fait vrai. Je pense qu'il faut distinguer la parole de l'expert scientifique qui va apporter un certain nombre de faits à un débat, et ensuite la décision publique. Le scientifique, s'il a un rôle dans la société, c'est d'aider en fait à cette décision publique. Et c'est pas en tant que scientifique qu'il va prendre la décision. Après, il peut devenir homme politique. On peut regretter qu'il y ait peu de scientifiques qui soient des hommes politiques dans notre pays. En tout cas, je pense qu'il faut distinguer la parole de l'expert, qui ne va pas prendre la décision, ensuite de la décision politique et publique. Pour prendre un exemple, c'est le rôle, je pense, de la science de dire que fumer tue. D'accord, il faut faire des expériences. C'est pas le rôle du scientifique de dire arrêtez de fumer. Je pense qu'il faut le prendre dans ce sens-là. Ça, c'est une décision qu'on prend personnellement. En revanche, c'est le rôle de la communauté scientifique de donner les informations qui vont ensuite aider les scientifiques politiques ou le public à prendre une décision. Je crois que c'est important de rappeler ça pour pas qu'il y ait de confusion justement entre la parole scientifique et la décision politique ou morale. La question que vous posez est une question individuelle. Or, la science n'est pas du tout une activité individuelle. C'est là. Autrement dit, il existe une méthode expérimentale qui est quand même au centre de la science, qui existe depuis un petit nombre de siècles et qui est quand même le plus grand apport, je dirais pour moi, depuis des siècles, dans l'histoire de l'humanité. L'existence d'une science expérimentale et d'une rationalité liée à ces expériences. Si on oublie ça, on ne comprend rien à la science. Donc le discours des gens qui parlent de la science derrière ça est un épiphénomène, ça n'est pas la science. Alors les scientifiques sont biaisés, c'est vrai, ils sont comme tout le monde, ils sont des hommes, des femmes, avec tous leurs défauts. Mais la science est une élaboration collective. Lorsque quelqu'un raconte des âneries, soit dans des cadres internes scientifiques, soit pire dans les cadres publics, en général, il y a des mécanismes internes de correction. Et au bout du compte, même s'il y a des erreurs, voire des fraudes, la science finit, grâce à son appropriation collective, par aboutir à ce que, pardonnez-moi, je vais appeler vérité, même si certains ont tendance à ricaner. Moi, je ne sais pas où trouver d'autres vérités réellement que dans cette appropriation collective d'une méthode et d'une rationalité. C'est ça la science. Alors, bon, les hommes sont biaisés, mais je ne sais pas comment vous ferez de la science sans scientifique. Je suis évidemment entièrement d'accord avec ce qu'a dit
Édouard. Et je voudrais prolonger un tout petit peu ce qui a été dit tout à l'heure par Clotilde Policard. Le public n'attend pas que des expertises pour prendre des décisions. Il y a également une volonté de comprendre. Et je crois que la volonté de comprendre le monde dans lequel on est un des éléments importants. Et la difficulté, c'est comment faire comprendre. Et comment fait-on comprendre le monde tel qu'il est, et non pas le monde tel qu'il est fantasmé dans des cercles ou dans des petits groupes. Je crois que la meilleure façon, c'est de faire comprendre, comme ce que disait Édouard, qu'est-ce qu'il y a au cœur de la méthode expérimentale. C'est-à-dire comment est produite la connaissance. Et la connaissance, ce n'est pas de l'expertise. La connaissance, c'est expliciter comment cela a été produit. Et je crois que donc l'histoire du comment ça a été produit, qui illustre la méthode expérimentale, à mon avis, est au cœur de la communication de la rationalité, puisque c'est de la rationalité dont on parle actuellement. Voilà. Moi, je peux bien répondre à ce que vous venez de dire, dans le sens où je suis complètement d'accord. Et à mon avis, c'est aussi lié au fait qu'il y a une question. Ça pose la question de la communication avec. La communication avec le grand public, dans le sens où, pour généraliser, le grand public, ses connaissances en sciences, elles s'arrêtent, pour vraiment généraliser, au secondaire, plus ou moins. Et moi, ce qui m'a frappé en entrant dans les études supérieures, c'est que justement, on commençait à avoir une approche beaucoup plus historique et qu'on nous expliquait en fait d'où venaient les connaissances et quelle était leur histoire. Alors que jusqu'au lycée, en fait, on nous expliquait, on nous apprenait des choses, on nous donnait des connaissances, mais on nous donnait rarement leur évolution, en fait, comment elles avaient été produites et quelles étaient les étapes. Or, c'est justement ça peut-être le problème, dans le sens où beaucoup de gens considèrent la science ou ce qui a été montré scientifiquement comme une réalité qui serait fixe, alors qu'en fait, on sait que même si, bien sûr, la méthode expérimentale est quelque chose d'extrêmement important et ces résultats sont... Bref, ce qui a été prouvé est robuste, mais il reste toujours que la science, elle évolue toujours et que les connaissances sont, même si elles tendent, et c'est leur objectif d'être vraies, d'être absolues, elles ne le sont jamais vraiment. Et donc je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a l'intox et le fait que le grand public prenne toute connaissance scientifique comme une preuve ou juste un alibi de ce qu'il veut entendre ou de ce qu'il veut entendre en fait, dans le sens où il pense la connaissance scientifique comme quelque chose d'absolu, de fixe, alors qu'en réalité ça ne l'est pas. Je ne suis pas sûre que je ne vais pas répondre moi à votre question. Je faisais une petite liaison complémentaire avec ce qu'Édouard Brézin avait dit à l'instant, et qui je crois est extrêmement important, que la science c'est une œuvre, une construction collective avec le temps. Et j'ai ajouté une phrase et un sujet sur lequel il a beaucoup intervenu. La science évolue. Elle s'exprime parfois autrement, mais elle intègre ce qu'elle a fait avant. Elle n'efface pas derrière elle. Là, je prendrai l'éternelle question. Bon, Einstein n'a pas effacé Newton. Et donc, il ne faut pas attendre des miracles du fait que la science est venue et qu'elle va tout d'un coup se mettre à régler le problème A, B, C, D. C'est pas tout à fait comme ça. Alors, le point que je voudrais rajouter quant à la position des scientifiques, je le relie à ce qui a été dit en particulier par Marocchi quand il nous a exposé les problèmes tout à l'heure cet après-midi. Il a énormément insisté sur les problèmes d'incertitude et les différents facteurs. Autrement dit, la connaissance ne se résume pas forcément, je vais être brutal, mais à une expérience que l'on fait en classe. Vous voyez ce que je veux dire? On va démontrer quelque chose que les scientifiques ont déjà démontré et qui est très facile à exprimer
C'est vraiment comme ça, et on peut le mesurer avec une grande précision. Énormément de questions qui, à juste titre, peuvent préoccuper les citoyens, ce sont des questions qu'il faut admettre être compliquées. Et ça ne veut pas dire qu'il faut reculer devant une question compliquée, mais il faut au moins essayer d'extraire des scientifiques qu'est-ce qui permet et jusqu'à quel point on peut éventuellement vous répondre. Éventuellement aussi apprendre à comprendre que vous entendez le résultat de l'étude épidémiologique A, B, C ou D, il y en a une, il y en a peut-être eu 10 avant, vous devez, l'un des rôles des scientifiques, c'est de vous dire, écoutez, posez la question, est-ce qu'il y en a d'autres? Et comment ça se compare, etc., etc. Et autour d'une question scientifique qui est importante pour le citoyen, en fait, dans les décisions qui vont avoir à être prises, il y a bien d'autres paramètres que cette connaissance-là. Celle-là, elle doit être précisée avec des limites, mais dire en même temps, vous devez vous poser les autres questions et vous les aligner toutes, parce que sans ça, on peut prendre des positions qui sont, on ne peut pas dire réalistes. Je voudrais juste rebondir sur ce que vous avez dit, parce que justement, cette idée de coopération, c'est ce sur quoi se base la science. En tout cas, la science ne peut pas avancer sans cette coopération, et ça, c'est un fait. Et justement, quand on parle des expériences en sciences, on accorde un poids assez important à la reproductibilité des résultats. Et c'est à partir de ça qu'on va pouvoir faire avancer les choses. Donc ça, c'est un premier point. Ensuite, quand les articles scientifiques sont publiés, il y a tout le mécanisme de révision par les pairs auquel on accorde une grande importance. Et ça va encore rejoindre le fait quelle identité, sous quelle étiquette, on va dire, se positionne le scientifique, parce que quand on a ce mécanisme-là, est-ce que quand un scientifique regarde l'article d'un autre scientifique pour une publication possible, est-ce que le scientifique se positionne en tant que scientifique ou en tant que personne? Parce qu'il arrive, et ça, c'est justement, ça en revient à l'éthique, l'intégrité scientifique, et ben, un scientifique est une personne, et donc si c'est son concurrent qui publie un article, et ben, certes, c'est de la science, mais est-ce qu'on peut forcément négliger le fait que lui, il a des intérêts inverses? Et un autre point... Par des machines, ça marche tout seul. Oui, mais il y a quand même des... Il n'y a pas très loin. Il y a quand même des... Est-ce qu'on peut pas dissocier la personne et le scientifique? Enfin, l'individu et le scientifique. Il ne faut pas regarder un article particulier. Il faut regarder l'avancée collective de la science. Si vous regardez un moment déterminé, vous allez vous concentrer sur un épiphénomène, mais qui est sans intérêt par rapport à l'avancée globale des connaissances, qui est la science. Donc, bon, bien sûr, il y a des biais, il y a des gens qui sont mal lunés, il y a des gens qui sont condamnables, mais la science répare ces erreurs. C'est ça qu'il faut savoir. Je voudrais juste revenir sur l'aspect de communauté, qui est, comme on vient de le dire, extrêmement important et qui est vraiment ce qui fait que la science corrige et tend vers quelque chose de plus en plus vrai et qui, je trouve, est peu rendu dans l'éducation secondaire, pour revenir sur l'idée que c'est ce qui est, et je suis totalement d'accord avec Claire-Hélène là-dessus, la base commune scientifique qu'a le citoyen lambda. C'est-à-dire qu'au lycée, on apprend Newton, on apprend Einstein, mais on n'apprend pas tous les autres. Et donc on voit une personne, et après, et donc, après ça, quand on présente quelqu'un, je sais pas, un scientifique, chercheur au CNRS ou ailleurs, etc., eh bien, la personne va pas forcément penser qu'il y a toute la communauté derrière et que cette personne, et que le scientifique tout seul et ce qu'il a produit ne vaut rien sans le reste de la communauté, et c'est peut-être aussi quelque chose qu'on se doit de communiquer à l'extérieur.
avant de vous poser une question, parce que j'ai une question à vous poser. Voilà. Avant de vous poser, parce que qui va absolument dans le sens de ce que vous disiez, ce que vous dites, je me suis amusé à prendre un article très célèbre, qui est un article qui a décrit pour la première fois la double hélice, qui est un article de Crick et Watson, qui est extrêmement cité. Et puis j'ai regardé comment étaient cités les articles qu'eux-mêmes citent. Ils sont importants, ils ont servi à faire ça. Ils sont bien cités, mais pas aussi bien évidemment que la double hélice. Et puis on va une génération en avant et on tombe dans le bruit de fond. Et donc je crois que ça traduit vraiment très fortement cette notion de construction collective, avec évidemment des ruptures épistémologiques, etc. Donc tout ça a été décrit. Je crois que la construction collective qui amène à un seuil à partir duquel une transition peut être faite, je crois que c'est quelque chose effectivement qui est assez peu enseigné, ou en tout cas assez peu démontré. Moi, la question que je voulais vous poser, elle est la suivante. On baigne dans un monde d'informations énormes, rempli de choses justes, injustes, de fake news, de nouvelles pseudo-scientifiques idéologisées. Vous voyez comment, dans un monde, dans un monde futur, enfin dans le monde dans lequel vous entrez, vous serez dans le monde de la science, comment est-ce que vous voyez, vous, votre position là-dedans, en tant que citoyen, au fond. Voilà. Donc... Ne vous bousculez pas. Ah, ben c'est une question... Je veux dire que de ce point de vue-là, enfin, ça c'est des sujets que j'ai vraiment commencé à aborder juste en entrant dans les études supérieures véritablement, justement en revenant sur ce qu'a dit Clara, jusqu'au secondaire et même en prépa, c'était Newton, Einstein, on refaisait pas toute l'histoire. Et là maintenant, dans le supérieur, on commence à plus nous expliquer justement toute cette coopération scientifique, tout ça commence à se construire et tout ce qui est lié à la construction de la science maintenant. Donc il faudrait, c'est vrai qu'il faut faire attention, il faut, comment dire, d'une certaine manière, pas tomber dans les fake news, parce que ça c'est forcément un problème si on y accorde trop d'importance. Et ce sera nécessairement un problème. Mais donc, moi ce que j'imagine, c'est que les scientifiques, il faut vraiment qu'il y ait une coordination entre scientifiques de ce point de vue-là et d'une certaine façon aussi un lien entre les scientifiques et on va dire le public, mais toutes sortes de publics en fait, pour que ce que les scientifiques passent, qu'il y ait une bonne communication entre les deux et que si les scientifiques disent quelque chose, on s'assure que le public le comprenne sans que ce soit expliqué trop simplement, de manière trop simpliste, mais pas trop compliqué non plus, parce qu'on ne peut pas oublier le fait que la science maintenant est tellement pointue qu'un chercheur va être spécialiste dans une protéine donnée, spécifique d'un gène donné, et donc forcément on ne peut pas attendre du grand public qu'il soit autant au point sur ces affaires-là en fait. Je suis assez d'accord et pour résumer, je pense que en tant que scientifique, ce que je trouve qui est très important dans le futur, c'est les efforts de vulgarisation en fait, et à tous les niveaux, puisque la formation scientifique, elle est parfois difficile à trouver. Et donc oui, je pense que c'est hyper important d'avoir tous ces efforts en fait, de pouvoir expliquer la science à ces différents niveaux, à tout type de public, sans que ce soit donc de façon que ce soit rigoureusement scientifique et en même temps que ce soit accessible. Je sais pas trop si ça a vraiment répondu à la question. Moi j'ai peut-être pas forcément les mêmes opinions. Je pense que de toute façon il faut essayer d'expliquer la science de manière la plus accessible possible, etc. Mais j'ai l'impression qu'effectivement, aujourd'hui, avec Internet, ce qui permet une libre circulation de l'information, on trouve, par exemple, on peut trouver énormément de bonnes informations comme de mauvaises informations, et que finalement, ce qui est peut-être le plus important, c'est la méthode. Et justement, on a été évoqué plutôt le discours de la méthode de Descartes, et
vraiment, ce qui est, je pense, central et qui devrait peut-être être plus fait, c'est pas juste d'expliquer les informations scientifiques, mais vraiment expliquer la méthode et notamment dans le secondaire, mais aussi plus tard, et la méthode pour aussi lire des informations et se poser des questions par rapport à ça. Parce que plein d'informations, c'est super bien pour pouvoir développer sa pensée, mais ça va dans tous les sens aussi. Après, on peut commencer à directement parler d'intox et de complotisme. C'est un peu donner un certain prisme à la réalité, parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, plus que jamais, le discours scientifique a vraiment un point important. Les gens font malgré tout très confiance aux scientifiques, qui ont de manière générale, grâce à l'éducation et à l'école, une bien meilleure image du monde et de la nature et de la science qu'avant. Et que, comme le disait Clara, je pense que maintenant, grâce à Internet, on a énormément d'informations dans tous les sens, et même des informations scientifiques très pointues, en libre accès. Et que maintenant, ce qui est plus important, plus que de rechercher de la quantité, c'est de rechercher de la qualité. Et c'est par exemple le but de la zététique, quand on a un très très grand flot d'informations. Comment est-ce qu'on fait pour trier, pour croiser les sources, pour, à l'aide de quelques indices, trouver ce qui est vrai, ce qui est faux, se construire un avis sur une question dont on n'est pas spécialiste. Et donc je pense que pour avancer et continuer de répandre les valeurs du rationalisme dans la société, plus que d'apprendre plus de sciences brutes, ce serait peut-être plus intéressant d'apprendre aux enfants la zététique. La zététique. Oui, la zététique. Moi j'aimerais bien ajouter quelque chose. En fait, bon, je suis à peu près d'accord avec tout ce que vous avez dit en fait. Et en fait, j'aimerais bien ajouter un point sur en fait, la formation des scientifiques plus tard. Enfin, vu que vous nous posez la question comment on se voit en tant que scientifique dans le futur, on va dire j'ai cet espoir en fait que les scientifiques soient vraiment formés très concrètement aux philosophies de la morale, à l'épistémologie, à ce genre de choses. Et en fait, j'ai l'impression qu'un défi qui va se poser pour les scientifiques plus tard, qui se pose déjà aujourd'hui, mais qu'on commence à peine à vraiment cerner, c'est en fait le problème de l'idée de progrès ou d'innovation. En fait, l'idée de progrès ou d'innovation. En fait, on a effectivement, bon, la science avance avec la société, certes, on est tous d'accord, la science évolue, mais elle doit rester, en fait, c'est l'intérêt de cette méthode scientifique qui est pratiquée, la science doit rester extrêmement précautionneuse, en fait, et ne pas abandonner sa méthode dans une sorte d'enthousiasme général qui pourrait arriver, comme ça peut être le cas aujourd'hui. On se rend compte en fait que sous prétexte de l'idée de progrès, sous cette idée aussi d'innovation, on a en fait parfois le scientifique se prête à une certaine idéologie et abandonne en fait sa méthode scientifique parce qu'il y a voilà, cet enthousiasme général vers le progrès, parce qu'on est dans une époque complètement folle. Enfin, on a tout un tas de nouvelles connaissances qui arrivent dans plein de domaines. Et j'en parlais encore hier par exemple sur la cosmologie. La cosmologie, c'est un domaine qui a explosé en moins de 30 ans, même là ces 10 dernières années. Enfin, c'est énorme tout ce qui a été fait. Et il faut vraiment faire attention, il va falloir former en fait, les scientifiques à ne pas tomber dans cette idée de progrès aveugle et toujours se ramener à des questions de morale et d'éthique, parce que en fait, le progrès comme on l'entend peut être dangereux et c'est quelque chose qui est idéologique. La notion de progrès même et la notion d'innovation, c'est quelque chose d'idéologique et il va falloir faire très attention à ça. Et par exemple, en fait, il y a un exemple que j'aurais aimé donner d'un monsieur qui avait tenu une conférence. C'était il y a 2 ans, il me semble, dans un des lycées de ce quartier, le lycée Louis-le-Grand. Et c'était sur un cycle de conférences sur le transhumanisme, et on abordait d'abord, sur le transhumanisme, l'eugénisme et l'eugénisme aussi, et on abordait tout d'abord avec les questions de fécondation in vitro, parce qu'en fait la personne qui était présente c'était monsieur Jacques Testard, et donc pour ceux qui ne savent pas, donc le père scientifique en fait du premier bébé éprouvette français en 1982, et il a dit quelque chose qui m'a vraiment profondément marqué. Il m'a dit, si c'était à refaire, je ne le referais pas. Et
c'est quelque chose, voilà, je le lis vraiment à cette notion de progrès, voilà, la notion de progrès scientifique. Je pense que les scientifiques de demain doivent, c'est un devoir, une nécessité de se former à cette question. Je crois que c'est assez... Bien que je ne sois pas d'accord avec cette phrase, si c'est à refaire, je ne le ferai pas parce que quelqu'un d'autre l'aurait fait. C'est l'aspect collectif de la science. Mais ceci dit d'abord, je crois que c'est un point très important qui souligne le fait que... C'est une très belle conclusion d'ailleurs, je pense, pour cette journée, qui avait évidemment pour but d'aborder les aspects rationalité et éthique. Donc je pense que terminer sur cet aspect éthique, effectivement, c'est une très belle manière de clore cette journée qui a été magnifique, avec des orateurs extrêmement importants. On a parlé tout à l'heure très brièvement de la méthode expérimentale, et avec la méthode expérimentale au cœur de l'enseignement et de l'émancipation citoyenne par d'exprimer qu'est-ce qui donne la valeur à un fait scientifique. Et je voudrais juste éventuellement donner la parole à Édouard un instant, parce que vous savez que le Palais de la Découverte est extrêmement menacé en ce moment, que c'est un point important sur lequel il faut se mobiliser. Le Palais de la Découverte est un des derniers lieux où avait lieu une démonstration de la science, et non pas des écrans sur lesquels on montre des choses. Après tout, sur un écran, la science était faite devant le public. Édouard, si tu veux. Oui, je vais peut-être venir devant, parce que on va parler de dos. Oui, le Palais de la Découverte, j'espère que vous avez tous visité, a été fondé en 1937, quelque chose comme ça. Il a été fondé par Jean Perrin. Jean Perrin était un physicien immense, c'est lui qui avait réussi à mettre en évidence la réalité de la constitution atomique de la matière, utilisant d'ailleurs les travaux sur la diffusion d'Einstein sur le mouvement brownien. Donc, il avait voulu qu'il y ait un endroit où on puisse appréhender ce que j'essayais de dire tout à l'heure, c'est-à-dire la méthode expérimentale de la science. Le fait que la science procède par une rationalité à partir d'expériences, pour essayer de comprendre ces expériences, qui permettent quelquefois de mettre en défaut les idées qu'on peut avoir a priori, ou quelquefois de les conforter. Donc cette espèce d'échange dialectique qui n'existe en gros que depuis Galilée, il avait voulu en faire un musée pour l'ensemble de la population, et son idée était une présentation des expériences et non pas des écrans, une iconographie, mais vraiment des manips dans tous les domaines. Et une autre particularité du Palais de la Découverte, c'est d'avoir des moniteurs qui, enfin je ne voudrais pas les appeler des moniteurs, ce sont des intermédiaires, des médiateurs, ils s'appellent, pardon, oui, des médiateurs qui présentent cette science et en font comprendre la nécessité et la rationalité. Il se trouve que ce très bel endroit, qui est un des plus beaux endroits de Paris, a besoin d'une rénovation pour une remise en sécurité. Je crois qu'il n'y a pas de raison de douter de la réalité, de la nécessité de remettre cet endroit en sécurité. Ce qui va avoir une première conséquence, qui est que pendant plusieurs années, il n'y aura plus de Palais de la Découverte. Il y aura peut-être un lieu, Michel, tu en sais peut-être plus que moi, sur le lieu temporaire, mais qui sera extrêmement réduit. Des fourgons qui vont voilà, bon, donc, ça va disparaître pendant quelques années. Et puis ensuite, ça va revenir, et là, il y a un grand projet extrêmement ambitieux, et qui laisse tous les scientifiques assez perplexes, et je dois dire inquiets. La raison, c'est qu'on y voit déjà affiché qu'il n'est plus absolument nécessaire d'enseigner les lois de la science, les lois de base. On va se contenter, les disciplines doivent disparaître. Vous savez, il y a des tartes à la crème qu'on lit partout, qu'on entend partout, qui est la science bouge aux interfaces, seules les matières pluridisciplinaires sont intéressantes, ce qui permet de n'avoir aucune idée sur rien. Donc,
nous avons tous très peur de ça, c'est-à-dire que beaucoup des questions actuelles, que vous parliez de climat, de biologie, etc., nécessitent effectivement des équipes pluridisciplinaires, mais c'est pas en disant je suis pluridisciplinaire qu'on a une idée. Il s'agit d'abord d'identifier la question et ensuite de mettre derrière les sciences dont on a besoin. Donc cette idée-là nous fait très peur. Le nombre d'expériences présentées va diminuer de manière considérable. Et donc, voilà, je crois qu'il était important que les gens qui sont ici, l'Union rationaliste, soient conscientes de ce que cet endroit, ce qui est pour moi un trésor national, est en péril. Peut-être on peut ajouter, Édouard, que la prochaine émission de radio de l'Union rationaliste portera sur ce thème. Dimanche, quel jour? Le dernier dimanche de mars. D'accord, merci. Avec Étienne Guillot à 9h42 sur France Culture. Voilà, donc vous voulez... Oui, je voudrais dire juste une petite remarque sur ce que j'entends là. Lorsque les élèves ont protesté contre moi sur la qualité de mon enseignement scientifique, ils l'ont fait sous une forme qui m'avait vraiment à la fois surpris et sidéré. Ils me disaient, monsieur, ce qui nous intéresse, c'est comment on l'a su. C'est pas mal. C'est une bonne question. Et quand j'ai voulu répondre, quand j'ai commencé à vouloir répondre à cette question, l'ambiance de mes classes ont complètement changé. Ils sont passés de l'indifférence à la curiosité. Oui. Voilà, oui. Les élèves veulent savoir, comment dire, quand on affirme par exemple que la Terre tourne autour du Soleil et non l'inverse, ben les élèves ils veulent savoir quoi? Comment on l'a su? Effectivement, c'est une question importante. Et ce comment on l'a su, malheureusement, a progressivement disparu de tous les programmes scolaires depuis plusieurs décennies. Et dans la réforme actuelle de l'éducation nationale, il y a un paradoxe que je pourrais même qualifier d'un oxymore. L'amélioration de la qualité des programmes scolaires est certaine, elle est très nette, mais en même temps, on assiste à une dégradation de l'organisation de nos écoles qui paralyse et inhibe totalement la curiosité naturelle des élèves. Voilà. Sur ces mots, voilà. En tout cas, vous avez un témoignage clair ici. En tout cas, bref, je ne vois qu'une seule solution pour vous, évidemment, qui est des gens rationnels et inspirés par l'éthique. Je ne vois plus qu'une seule solution, évidemment, c'est d'adhérer à l'Union rationaliste. Voilà. Et faire adhérer les autres aussi, bien entendu. Voilà. Donc, je vous remercie tous. Ça a été une très belle journée. Et il y en aura beaucoup d'autres, sur d'autres thématiques. Et voilà. Donc, à la prochaine. Merci.